Et je suis partie comme j'avais prévu au Japon au mois de janvier 81 en train. T'es partie au Japon en train? Une fois, j'avais invité un gars pour discuter, et puis mais j'étais pas au courant qu'on n'avait pas le droit de ramener des gars. Bah oui. je faisais tout à l'envers, quoi. Tout à l'envers. De toute façon, moi, je les voyais pas, ces gens-là. Ah ouais? Parce qu'on avait... genre, Ouais. T'avais une entrée séparée pour les étrangers. Et moi, dans les années 90, on m'a fait venir à des réunions d'ingénieurs textiles. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi vous parlez? Elle me dit, mais ça, c'est le Moyen-Âge. Avec quoi on va manger si vous plantez tout ça? Je me suis dit, bon, ils ont... Hello, hello! Aujourd'hui, on est dans l'atelier de Betty de Paris, qui fait de l'indigo. Et je voulais l'interviewer parce qu'elle a un profil passionnant. T'es allée au Japon avant tout le monde. Et du coup, je veux savoir un petit peu quelle était l'ambiance. Est-ce que tu peux te présenter pour les viewers? Ouais. Alors, je suis effectivement Betty de Paris, c'est mon nom d'artiste. Et je travaille actuellement sur l'indigo et sur toutes les plantes, en fait, qui donnent de la couleur. C'est un peu mon axe de travail depuis 30 ans. Et donc, j'utilise dans cet atelier jamais rentré de teinture chimique. C'est uniquement des plantes qui peuvent donner de la couleur. Donc, je travaille sur différents matériaux, sur les textiles, je travaille sur du bois, sur du cuir. Et énormément de choses sont possibles, en fait, avec les teintures végétales qui sont pour moi l'avenir de la planète. Super. Et en fait, moi, je voulais te poser des questions. C'est Mohamed qui m'a dirigé vers toi. Ouais. Parce qu'il te connaît apparemment bien. Il s'en vante en tout cas. Que tu es allée au Japon dans les années 80. Alors, donc, une femme seule au Japon avant la surexposition japonaise. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le Japon à ce moment-là? Alors, pourquoi j'ai choisi le Japon? C'est que en fait, à Paris, en 77, il y a eu une énorme exposition au Grand Palais d'un artiste japonais qui s'appelle Shirizawa Keisuke et qui a déclenché vraiment un amour pour cette technique qui a fait que je me suis dit ça, un jour j'irai au Japon. C'est quelqu'un qui travaillait avec des pochoirs, mais qui a travaillé sur du textile, sur du verre, sur différents matériaux. Et pour moi, c'était un peu le Matisse japonais. Okay. Et avec avec en même temps tout un background japonais, en fait, de culture traditionnelle japonaise qui pour moi remontait carrément au Yamato-e. Et j'étais en admiration devant ce travail et devant tous les outils utilisés, parce qu'il y avait des photos de tout ce qu'il a mis, de la manière dont il travaillait. Et je me suis dit, ah non, ça un jour, il faut que j'aille là-bas pour essayer ces techniques. Et donc, ça a pris quelques années puisque je suis partie en 81. Ok. Et à ce moment-là, j'avais fait 1 an de japonais au Langzhou, qu'on appelle maintenant l'INALCO. J'ai dû demander parce que moi je savais pas honnêtement. Et donc à cette époque-là, les profs m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce projet? Vous ferez jamais rien au Japon. Et il faut que vous redoubliez votre année. Et j'ai dit bah non, moi je pars au mois de janvier. Et puis c'est tout quoi. Mais il disait qu'est-ce que c'est que ce projet au niveau de parce que de vouloir rencontrer l'artiste ou non, c'était quoi dans moi, ton projet qui leur allait pas? Que je veuille étudier une technique d'impression textile quoi. Et c'était, je pense qu'ils connaissaient absolument pas ce genre de travail et que c'était complètement hallucinant pour eux parce qu'en fait, à cette époque-là, c'était beaucoup des gens qui allaient faire de la traduction littéraire. Et moi, j'avais demandé pourquoi on n'avait pas de cours de calligraphie parce qu'en fait, dans les écoles japonaises, il y a des cours de calligraphie. Ah, c'était juste. Vous appreniez quoi? On apprenait la grammaire ouais, c'était la grammaire et la langue quoi. On avait un petit cours de conversation où les gens récitaient des textes. Et je me suis dit mais c'est quand même assez hallucinant. Moi qui voulais simplement apprendre à parler, j'étais pas pour moi j'étais pas au bon endroit et ils m'ont tous découragée sauf une prof qui m'a dit ah bah alors là vous êtes la première à avoir un projet au Japon. Original, ouais.
Et donc, j'ai quitté la maison sans regret et je suis partie comme j'avais prévu au Japon au mois de janvier 81 en train. T'es partie au Japon en train? Ouais, j'adore prendre le train et donc C'est génial. J'avais pris le transsibérien. Ah ouais? Ouais. T'as mis combien de temps pour arriver au Japon? Une semaine. Une semaine? Ouais, une semaine, une petite semaine. C'était un peu compliqué parce qu'en fait, c'était encore à l'époque soviétique et donc il fallait que il y avait qu'une agence à Paris qui vendait les billets. Ah ouais. En fait, c'était une agence communiste, quoi. Et donc j'étais toute seule partout et en fait, j'étais suivie par la police. Sérieux? russe quand je changeais de train. Et au début, je comprenais pas. Je me dis, mais comment ça se fait que ces gens-là sont au courant et que je m'arrête? C'est incroyable. Ouais, c'était assez étonnant. C'est un peu flippant quand même. Et donc, bon, je suis arrivée saine et sauve à Tokyo, en passant par Yokohama. Voilà. Et puis de là, en fait, moi, où je voulais aller, c'était à Kyoto, parce qu'en fait, c'est resté la capitale de la teinture de haut niveau, quoi. Mais là, c'était un peu compliqué, parce qu'en fait, moi, j'avais connu 2 Japonaises à Paris, avec qui je m'étais un peu liée et qui m'ont reçue à Tokyo, quoi. Et donc je leur dis ouais, mais moi de toute façon je vais aller à Kyoto, quoi. Et il y en a une des 2 qui m'a fait rencontrer un de ses amis qui était un peintre qui rentrait d'Italie où il était resté longtemps. Il avait adoré et sa femme avait tenu à rentrer au Japon pour l'éducation des enfants. Okay. Et donc lui il était tout triste en disant il préférait l'Italie visiblement. Écoute, et du coup, je peux comprendre. Du coup, il m'a pas mal aidé parce qu'il était content de rencontrer une étrangère. Bah oui. Et il m'a renvoyé chez ses amis qui étaient à Kyoto et dont un avait gagné un prix du Premier ministre pour une technique qui m'intéressait pas, à vrai dire. C'était quoi comme technique? Et c'est Rokitsuzome, c'est-à-dire c'est l'équivalent du batik sans que ça soit du batik, Okay. mais c'est des techniques à la cire, quoi. Donc je dis merci quand même. Merci, mais non. Mais donc j'ai rencontré ce monsieur qui était d'accord pour m'embaucher tout de suite à Kyoto. Il me dit bon je vous prends 6 jours par semaine. Okay. Et il me payait, en fait. Je me suis dit, oui, j'avais amené quand même des échantillons de ce que je faisais à l'époque, qui était qui a été de la teinture chimique. Et donc, je m'étais dit, comme je parle très mal, le mieux, c'est d'apporter, en fait, des choses que j'avais faites, quoi. Ouais. Et visiblement, ça leur a plu, quoi. Et le gars, j'ai dit, ah ben non, je m'excuse, mais ça va pas être possible 6 jours, parce qu'en fait, je veux apprendre le japonais. Et il me faut quelques jours dans la semaine pour bosser en fait le japonais. Non, vous apprendrez dans l'atelier. Dans l'atelier, oui. Et bon, alors j'ai maintenu quand même que je. Tu lui as dit non? Je lui ai dit non, malgré qu'il me proposait un salaire, j'en revenais pas. Et donc il m'a emmené quand même chez d'autres. En fait, artisan teinturier, quoi, qui était à Kyoto. Et j'ai compris longtemps après, c'était que des gens qui travaillaient avec de la cire. Parce qu'en fait, ils étaient organisés. En fait, ils sont tous entre eux, quoi. Voilà. Et donc, là, j'avais une amie japonaise qui m'accompagnait quand même dans ce Pour tour de... traduire un peu. Ouais. Et au moment donné, elle m'a dit, écoute, Betty, là, ça suffit. Il faudrait que tu te décides. Ce que tu veux. Ouais, ce que tu veux. Et je me suis dit, ah oui, là, ça commence à tourner vinaigre. Bah après, c'était tout le temps c'était tout sur le thème de la cire, donc c'était pas vraiment... C'était pas ce que je cherchais. Et donc, du coup, à un moment donné, il y a effectivement quelqu'un qui avait un truc qui me parlait plus et qui m'intéressait plus, parce qu'en fait, il utilisait la cire, mais d'une manière absolument pas réglementaire. Et je me suis dit, ça, oui, d'accord. Et le gars a accepté que je vienne travailler 3 jours. Et je me dis, c'est parfait, parce que je me dis 3 jours, au moins, ça te laisse le temps. Voilà. Et j'étais payée au tarif des ouvrières, en fait, qui étaient tous des gens hyper qualifiés, qui avaient fait les beaux-arts. Et donc, je me dis, oui, c'est pas de problème. Et donc, j'ai travaillé, en fait, dans cet atelier pendant 1 an. 1 an? Ouais, moi, j'ai fait 1 an chez eux. Mais à l'époque, t'avais quoi comme visa, d'ailleurs? J'avais un visa. Alors mon visa, je suis rentrée avec un visa de touriste. Ok. Parce qu'ici à Paris, tout le monde m'avait dit mais Betty, tu les supporteras pas. À l'époque. Et j'ai dit de toute façon, si je le supporte pas, je rentre. Ouais. Bon. Donc tu étais partie vraiment comme ça en tourisme. Avec mon sac à dos, quoi.
Et donc, au bout de 3 mois, j'ai réussi à le faire prolonger 3 mois en disant... Sans sortir du Japon? Ouais. À l'époque, c'était possible parce que j'avais dit que j'avais pas tout visité. Et bon, ça a passé. Mais du coup, tu travaillais et c'était pas... Ouais. C'était même pas non, déclaré. Ouais. Ah non. De toute façon, c'était interdit de travailler pour les étrangers à cette époque-là, ouais je pense. Ouais, okay. Ouais. Et bon, et au bout de 6 mois, en fait, j'avais rencontré d'autres gens et dont une personne qui s'est proposée pour être mon sponsor. Il y avait un système d'une personne qui prenait la responsabilité si tu faisais des bêtises, quoi. Et en fait, c'était quelqu'un qui apprenait le français, qui travaillait à la mairie de Kyoto et qui me l'a proposé. C'est génial. En me disant, ouais, il me dit, bah, si tu veux, moi, je veux bien ton sponsor. Je dis, super. Vas-y. Et je suis partie en Corée. Et du coup, t'es rentrée, ressortie avec... Voilà, je suis allée là-bas, c'était en pleine dictature. Et je suis revenue sur Kyoto. Et là, j'ai eu 2 ans de visa. En fait, 2 ans direct. Ouais, parce qu'en fait, c'était des visas à l'époque culturels. Je sais même pas si ça existe encore. Je sais pas. Et moi, je me rappelle plus, c'était tous les 3 mois, tous les 6 mois, je devais aller à Osaka, à l'immigration, pour faire signer un papier. Et en fait, c'était hyper cool, quoi. Parce qu'en fait, j'avais repéré un papy. Là-bas, t'allais toujours sur... J'allais toujours vers lui. Il était content de me voir. Et bon, ça devait être très rare des gens qui étudiaient des techniques japonaises, quoi. Et je pense qu'ils étaient... Ils étaient bluffés. Bah, quelque part, ouais, ils disaient, ouais, c'est incroyable. Enfin bon, ça avait l'air d'être étrange que moi, parisienne, j'étudie ces techniques, voilà. Et donc j'avais la signature tout le temps, tant et si bien qu'au bout de 2 ans, il m'a dit, mais si vous voulez rester, il n'y a pas de problème. Hein. Ah ouais, c'est génial. Mais ce que je voulais savoir aussi, la Corée, ça ressemblait à quoi du coup? Ah ben c'était grave. Hein. C'était chaud. Ah oui. Parce que je suis retournée en 99, waouh. Ah c'était en plus j'ai fait un drôle de voyage parce qu'on m'a demandé si je pouvais apporter des livres à des Coréens en prison. Ah ouais? Ouais, parce que la maman était au Japon. Ouais. Et la maman était en train de mourir, ses fils étaient étudiants à l'université de Séoul, quoi. Ils habitaient au Japon, et à un moment donné, il y a une petite ouverture qui s'est passée, une ouverture politique, et donc ils sont partis à une manif à Séoul, et ils sont jamais rentrés directement en prison. Et ils apprenaient le français. C'est brave. C'est dingue. Et donc, à l'époque, mon sponsor m'a dit, écoute Betty, il y a une association de défense de ces 2 garçons. Est-ce que tu peux apporter ils étudient le français, donc on va te donner des livres en français. Est-ce que tu peux les apporter Et t'as été autorisée à les apporter? Ben moi, j'ai dit bah oui. Moi, je suis un peu inconsciente. Et donc, ils étaient pas dans les mêmes prisons. Et moi, en fait, c'était juste au moment où, comment il s'appelle, Mitterrand est passé aux élections ici. Et au Japon, il croyait que les rouges étaient entrés au pouvoir en France. Parce que moi, j'écoutais pas trop les infos et c'était au boulot qu'on me racontait. On dit, en France, les rouges sont au pouvoir. Ah bon? C'est quoi ça? La gauche, c'était les rouges. Ouais, c'est les rouges carrément. Et donc je vais donc en Corée et j'essaye je fais les 2 prisons, c'était 2 prisons différentes, quoi. Et là je me suis il y avait des jeunes, je sais pas s'ils avaient 16 ans, qui étaient en tenue militaire partout. Et moi je pouvais circuler. Visiblement le bus que j'ai pris de Poussin à Séoul, tout le monde était contrôlé dans le bus sauf moi. C'est bizarre. Et mais non, c'était une ambiance. Les hôtels voulaient pas me donner de chambre. C'est un militaire qui est venu leur dire, vous lui donnez une chambre. Je me suis dit, ils savent pas que je vais apporter un lion. Et dans la prison, ils m'ont dit, heureusement que vous êtes française. En fait, en gros, on veut pas d'incident diplomatique, mais j'ai pas pu voir les deux. Les 2, j'ai laissé les livres. C'était des bouquins de philosophie française. Bon. C'était pas non plus... Est-ce qu'ils leur ont donné déjà? Tu sais? J'ai jamais su. J'ai jamais su. T'es resté combien de temps? Oh non, je suis pas resté longtemps. Une journée, 2? J'ai dû dormir 2 nuits. Ouais, je suis restée 3 jours. Non, j'étais pressée de rentrer. Tu m'étonnes. Purée.
Non, c'était un drôle de, une drôle d'ambiance. Ah ouais. Ah non, les pauvres Coréens, ils ont vécu des histoires un peu dures. Je pense moi, je me rendais pas compte, quoi. À l'époque? Ah ben non. Je suis allée, en me disant, oui, il y a pas de problème, quoi. Et sur place, je me suis, oula, c'est pas. Ouais. Oui, surtout que on n'en parlait pas du tout. Hein. Ah non, pas du tout. Ouais. Bah ouais, les temps ont changé. Il y avait pas d'internet, pas de réseau. Oui. Donc, surprise. Et Kyoto, du coup, comment c'était? Ça m'intéresse aussi. Kyoto, j'ai eu du mal déjà à trouver une chambre à louer. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangers à l'époque. Non, puis les seuls qu'il y avait, c'était des Américains, quoi. Il y avait que des Américains. Ouais. Après, j'ai croisé quelques Français qui étaient en voyage, qui faisaient des grands voyages autour du monde et qui passaient. Mais globalement, c'était quand même les Américains qui étaient là. Et moi, heureusement, en cours de japonais, j'avais pas un ami, mais quelqu'un que je connaissais, qui m'a dit, écoute, si tu vas à Kyoto, moi j'ai travaillé à l'auberge de jeunesse, t'as qu'à donner mon nom, si tu vas. Alors, j'ai dit, ok, ça marche. Et donc, c'était au mois de janvier, en plus, donc je suis arrivée, le gars, je lui dis, je viens de la part de... de machin. Voilà, il m'a dit, écoutez, non, il n'y a pas de problème, je peux vous louer une chambre, parce qu'en fait, au mois de janvier, il n'y a personne. Oui. Donc, déjà à l'époque. Voilà. Non, il n'y avait personne. Et moi, je commence à chercher une chambre par les agences immobilières, quoi. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ils voulaient la caution, normale, la part pour l'agence, et un cadeau pour le propriétaire. Et moi, j'ai dit, non, mais j'ai pas l'argent pour faire un cadeau. Le propriétaire, vous rigolez ou quoi? C'est ça. Je dis, quel genre de cadeau il voulait en plus? En argent, évidemment. Ah, le cadeau, c'est ça. C'était, comment ça... j'ai oublié comment ça se dit en japonais, mais enfin bon. Et bon, une agence, 2 agences, 3 agences, et à chaque fois, il me ressortait la même chose. Et je me suis dit, j'ai jamais pouvoir louer quelque chose. Moi, il est hors de question, je paye ce cadeau, quoi. Mais c'est clair. Et entre-temps, donc, j'avais commencé à travailler. Et en fait, le boss, il voulait pas que je reste à l'auberge de jeunesse. Il trouvait que c'était beaucoup trop loin de l'atelier. C'est à l'autre bout. Moi, j'étais dans le sud de Kyoto, derrière la gare. Et lui, il était complètement dans le nord, quoi. Moi, je traversais. À chaque fois, tu faisais... Mais non, mais je traversais en bus. Bon, je trouvais pas ça non plus. Mais lui, il disait, non, il faut vous rapprocher de l'atelier et tout. Je dis, moi, ok, mais je lui dis, impossible de trouver quoi que ce soit. Il me dit, je vais m'en occuper. Et en fait, c'est sa femme qui s'est occupée de me chercher une chambre. Et là, en fait, il me trouve une chambre dans une maison d'une japonaise qui louait, en fait, à des lycéennes. Parce qu'à l'époque, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, il y avait beaucoup de lycéennes qui venaient à Kyoto pour aller au lycée, quoi. Des gens qui venaient de province. Et donc, il y avait beaucoup de maisons, qui louaient à ces petites jeunes filles qui avaient 16 ans, quoi. Et donc, les maisons, c'était une maison traditionnelle. Donc, rez-de-chaussée, il y avait la propriétaire. On avait une espèce de petite cuisine commune, un petit escalier, et il y avait 3-4 chambres à l'étage. Ok, et tout le monde faisait sa vie. Tout le monde faisait sa vie. Et elle m'avait dit... Alors, donc, c'est le bon patron qui m'a présenté, parce que sinon... Tu rentres pas là-dedans? Je rentre pas là-dedans. Et là, en fait, elle parlait. Et bon, j'ai dit oui, parce que moi, je comprenais pas la moitié de ce qu'elle disait. Et elle me dit, il y a un mongen. Alors, j'ai dit, ouais, d'accord. Et je savais pas ce que ça voulait dire, en fait. Et en fait, le mongen, c'était fermeture de la maison à 10h le soir. Ah, c'était comment? Même en français, je me rappelle plus. Ouais. Clôture enfin bon. Ferme les portes. On ferme les portes. C'est fermeture. Donc tu rentres après, tu restes dehors. Voilà. Et donc, effectivement, un soir, je me suis retrouvée dehors parce qu'en fait, j'allais tout simplement au bain public qui était à côté. Au Sento, ouais. Ouais, au Sento. Et là, je rentre et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle m'a enfermée dehors. Et parce que comme j'avais pas compris, Du coup, t'as appris ce que c'était. Ouais, elle m'a dit, non, là, 10h, on ferme. Je dis, bon, d'accord. Merci. Après, j'avais entre-temps, j'avais été au Puce, évidemment, et j'avais trouvé les tabis les noirs, les blancs, j'avais tout acheté. Là, ça me plaisait tellement, donc les tabis de travailleurs de la construction, et puis les blancs, je savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était pour le dimanche. Ouais. Dans ma tête.
Et j'avais acheté un bangassa. Et tout ça était dans l'entrée de la maison. Et elle a piqué une crise. C'est quoi un bangassa? Bangassa, c'est les parapluies traditionnels qu'on voit Ça dans... s'appelle un bangassa? Ouais. Je savais pas. Et si tu veux, c'est en papier huilé, tu vois. Et T'avais laissé ça à l'entrée? à l'entrée, et moi je savais pas que c'était en fait, c'était pour les prostituées, quoi, carrément. C'est une parapluie. Ah ouais? Je savais pas du tout. Et elle me dit non, alors là, il est hors de question Que tu sortais avec ça? que ça traîne dans son entrée où elle avait ses amis qui rentraient, Et quoi. qu'est-ce qu'elle a fait alors? Non, moi, Tu les as ramenés dans ta chambre? Et puis, les habits chaussures, blancs, pareil. Alors, les blancs, je les avais pas laissés dans la... Mais je mettais surtout les noirs que j'adorais. Ils sont bleus à l'intérieur, c'est du coton en plus, c'était les seules chaussures que je trouvais agréables. Et moi, j'étais avec ça, quoi. Et il me dit non, ça peut pas rester dans le hall d'entrée. Pour la bonne raison que ça, c'est les chaussures des travailleurs de la construction. Et non, ici, c'est pas ça. C'est pas Paris ici, Betty. Ah bon. Et est-ce que c'était aussi parce que t'étais une femme ou vraiment parce que ça faisait construction Non, je pense que je devais être la première étrangère qu'elle côtoyait en plus. Parce que même les filles dans l'escalier me disaient pas bonjour. Ah ouais? Ah oui, je pense qu'elles étaient enfin, bon, je me suis dit, elles sont gênées, elles se quoi. disent, ouais. Ouais, donc, c'était assez bizarre, mais bon. Ouais. Mais par contre, à l'atelier, les filles, elles voulaient toutes venir voir comment j'habitais. C'est vrai. Et donc, je les avais invitées. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que dans ma petite chambre, avec la cuisine en bas, on pouvait pas faire grand-chose. Donc, je décide de faire des crêpes. Ok. Et, cool. Et visiblement, c'était le truc à la mode au moment où je savais pas. Sérieux? Ouais, mais bon, tu vois, les crêpes, ça te demande rien, quoi. Donc, j'avais acheté un pot de confiture, un truc. Elles étaient tellement contentes. Elles prenaient des photos des crêpes. C'est génial. C'était trop drôle. Et donc, elles étaient venues dans ma chambre et tout, tu vois. Donc, je me suis dit, c'était vraiment... Donc, ça va, c'était pas si rigide, elle laissait quand même... Là, elle m'avait laissé, mais après, un jour... Moi, je récupérais des trucs dans la rue. Il y avait un mobilier magnifique, tu vois, des tanchos, des meubles à tiroirs. Bon, j'avais rien, donc... Tu l'avais remonté, ouais. Carrément. Et je pense qu'elle a dû être là quand je l'ai montée, parce qu'elle était pratiquement neuve. Enfin, bon. Et donc, ma porte était ouverte. Et à l'époque, je dessinais aussi avec un petit groupe de Françaises qui prenaient un modèle. Et on dessinait. Moi, j'avais pas de papier, donc je prenais du papier à l'atelier. Et c'était des bandes de papier pour les kimonos, puisqu'en fait, c'est un atelier de kimono, donc c'est des bandes de 40 théo, quoi. Puis moi, je dessinais du coup là-dessus, quoi. Puis, comme j'avais rien sur mes murs, j'avais accroché, quoi. Et donc, ma porte était ouverte, elle me dit, quoi? C'est ça que vous faites à l'atelier? J'ai dit, mais non. C'est mes dessins. Non, c'est vrai. Bon, c'était tous les jours, il y avait un petit quelque chose. Bon, je suis pas restée très longtemps parce que ça... Elle était chiante. C'était un peu compliqué, quoi. Une fois, j'avais invité un gars pour discuter, et puis mais j'étais pas au courant qu'on n'avait pas le droit de ramener des gars. Bah oui. je faisais tout à l'envers, quoi. Tout à l'envers. C'est un japonais ou un... Non, un japonais. Un japonais de Kyoto, quoi. Et donc, parce qu'en fait, on avait discuté, puis je dis, bah, tu restes dîner, parce qu'en fait, vu l'heure qu'il était, le marché, il était juste devant chez nous, donc bon, j'achetais 3 trucs. Des petits trucs à manger. Ouais, des trucs à manger, quoi. Et il me dit, ouais, il y a pas de souci. Puis tout d'un coup, je l'entends derrière, qui commence à... Et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Puis je m'inquiétais pas trop, parce que je me dis, bon, bah, lui, il est là, il me racontera ce qu'elle dit. Et tu vois? Et du coup? Là, nous, on parlait en anglais. Il me dit, bah, Betty, là, je suis obligée de sortir immédiatement. Ah, j'ai dit, ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle me dit, non, les garçons sont interdits. Oh là, mais elle te l'avait pas dit. Peut-être qu'elle me l'avait dit. Elle s'attendait pas, ouais. Non, peut-être qu'elle me l'avait dit. Moi, j'ai pas compris. Parce qu'elle parlait assez vite. Et j'ai dit, non, bon, bah, écoute, on mange et puis tu t'en vas. De toute façon, je voyais pas le problème, quoi. Mais elle restait derrière la porte. Et il me dit, non, là, il faut que j'y aille. J'ai dit, bon, écoute, puisque c'est comme ça, juste à côté, il y avait un petit temple avec un jardin, quoi. J'ai dit, bon, bah, tu m'attends là, on va manger dehors, parce que moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette nourriture? Il faisait chaud, et bon, ça se garde pas, quoi. Il me dit, bon, ok, alors que ça, on mange pas trop dans les jardins de temple non plus. Ouais. Et elle a attendu qu'il soit sorti pour partir.
Elle était chiante. Hein. Ouais, non, mais bon. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, bon. Ça suffit. Ouais, ça suffit. Donc, je suis partie dès que j'ai trouvé autre chose. T'as réussi à trouver finalement? Eh ben, une Française qui devait quitter l'endroit où elle était parce que ses parents arrivaient et que c'était pas possible que ses parents voient l'endroit où elle habitait. Ah ouais. Donc, j'ai dit, c'est parfait pour moi. Je vais y aller. Ah oui, c'était compliqué parce que c'était une famille un peu un peu borgne, on va dire. Le papa était ouvrier métallurgie, parce qu'il m'a fait une très très belle lame. Il avait la main abîmée, il avait dû avoir un accident de travail, quoi. Et sa femme était décédée et leur fille, qui avait je sais pas quel âge, avait eu un enfant sans être mariée. La cata, quoi. La cata totale, donc on lui parlait pas dans le quartier. Je crois. Ah ouais, non, c'était bizarre, quoi. Mais bon, moi, ça me gênait. Du coup, ils avaient quand même une chambre à louer, quoi. Voilà, mais pareil. je pense que ça les aidait, sans doute. Et elle avait un petit garçon qui avait 3-4 ans, quoi. Donc bon, moi, c'était clean, correct. Mais au bout d'un moment, je me suis aperçue que le gamin, il s'amusait à aller dans ma chambre. Quand t'étais pas là? Ouais, et il y avait des produits qui étaient Dangereux, quoi. Ouais, dangereux. Et je me suis dit, non, je peux pas rester là non plus, quoi. Et donc, après, j'ai T'en as fait des déménagements? Ah, oui. Et après, alors, j'étais dans une maison de thé. Ah ouais? Ah, c'était super. Dans une maison de thé, génial. Mais parce qu'en fait, c'était une maison très cossue, enfin une grosse maison japonaise. Donc il y avait l'engawa qui conduit à la maison de thé, si tu veux. Il y avait un petit jardin et tout. Et donc il y avait cette maison de thé qui louait des étrangers. Et donc pareil, c'était un étranger qui était parti. Et donc, hop, moi je t'ai mise dedans. Ouais, je me suis mise dedans. Et mes amis de Kyoto, ils me disaient, c'est quoi cette histoire? On dort pas la nuit. Moi, ça me va. Ça me va. Et au niveau de l'ambiance, c'était... De toute façon, moi, je les voyais pas, ces gens-là. Ah ouais? Vois, parce qu'on avait... genre, t'étais... Ouais. T'avais une entrée séparée pour les étrangers. Non, mais ouais. Non, mais c'était... Bon, moi, ça me gêne pas du tout. J'étais contente. Bon, ouais, c'est drôle. J'avais des petites souris. Bon. T'avais tes colocs. Ouais, c'est ça. Et bon, jusqu'au jour où le monsieur est décédé, je l'ai compris parce qu'il y avait une drôle de musique. On entendait. Et je me suis dit, mais c'est des psaumes, c'est quoi? Enfin, et donc, je demande à mes amis japonais de Kyoto, je dis, écoute, c'est bizarre, il se passe un truc, là. Je pense que le monsieur, il est décédé. Je sais plus comment j'ai su qu'il était décédé. Elle me dit, non, mais toi, t'as rien à faire, tu bouges pas. Ouais. Bon, alors j'ai ok. Bon, parce que je savais pas si je devais faire quelque chose ou pas, quoi. Et en fait, il y a quelqu'un qui a repris de la famille, quoi, mais je savais pas qui c'était, quoi. Et lui, il voulait doubler le loyer. Or que les Japonais m'ont dit, non, là, d'abord, tu payes beaucoup trop. Déjà, de base? Ouais. Bon, mais moi, j'avais pas le choix. Et il voulait doubler, en plus? Ouais. Et en fait, la toiture était percée. Enfin, c'était n'importe quoi, quoi. Je me suis dit, non, il faut peut-être pas exagérer. Donc, finalement, je suis encore déménagée. T'es restée combien de temps dans cette maison de thé? Je suis restée un moment, quand même. Je suis restée au moins 6 mois ou plus. Hein. Et après, j'ai terminé dans une petite maison encore dans le quartier des Tisserands de Kyoto, où là, c'était une Américaine qui partait pour 3 mois en Chine. Parce qu'en fait, elle faisait des études chinoises, mais elle aimait pas la Chine, donc elle était à Kyoto pour faire ses études chinoises. C'est trop bizarre. Et donc, elle me dit, si tu veux, je te sous-loue pour 3 mois, quoi. Je dis, ok, super, je prends. Et donc, elle me présente à la vieille dame qui était une dame qui était dans la filature. Ouais. Et donc, elle dit non, quoi. Elle me dit, bon, je lui dis mince. Et alors, du coup, j'appelle mon sponsor et je dis, il y a un problème, est-ce que tu peux l'appeler, quoi. Et du coup, il y va. Et du coup, c'était oui. Ah, du coup, c'est devenu oui. Ouais. Et elle voulait pas pourquoi? Je sais pas. Tu sais pas? T'as jamais su? Non, je sais pas. Tu sais, c'est compliqué, quoi. C'est une vieille dame. Et au bout de 3 mois, l'autre, elle rentre pas. Et donc, elle m'amène le courrier. Elle me dit, c'est quoi tout ce courrier? Je dis, écoutez, je sais pas. C'est pour l'américaine. Mais moi, je peux pas ouvrir le courrier, quoi. Elle me dit, mais pourquoi elle rentre pas? Je dis, mais moi, je sais pas. Elle me dit, et vous allez partir quand? Purée.
Tu t'es mis dans des sauces. Et non, mais alors, je lui explique qu'en fait, j'étais en train de préparer, ce qui était vrai, hein, j'ai jamais raconté d'histoire aux gens, comme ça. Et je lui dis, mais écoutez, voilà ce qui se passe, c'est que je prépare une exposition à l'Institut français de Kyoto, et après je m'en vais, quoi. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, je pourrais venir à l'exposition? Ah, j'ai dit, bah ouais, avec plaisir. Et donc, bon, tranquille. Donc c'est passé. Ouais, c'est passé. Donc l'exposition a lieu, je l'invite, je vais la chercher. Ouais. Elle me dit, oh mais non, je vais pas vous embêter. Comment ça, mais non? Elle est pas venue. Elle n'est pas venue? Non, parce qu'elle me dit, je vais pas vous embêter, tu vois, bon. Ouais, mais bon. Super. Ouais, voilà. Mais bon, ça a été tous mes déménagements dans Kyoto, quoi. Ouais. En tout, t'es resté combien de temps au Japon? Je suis restée 2 ans et demi, presque. 2 ans et demi, au total. Ouais. Et à quel moment t'as découvert l'indigo, du coup? En fait, assez vite, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ici, j'utilisais de la teinture chimique. Et donc, j'avais décidé que c'était niet, je voulais arrêter, parce qu'en fait, j'avais des maux de tête. Je donnais enfin, c'était pas ma profession, hein. En fait, j'étais étudiante en urbanisme. En urbanisme? Ouais. D'accord. Et on m'avait demandé, moi, je bricolais, parce qu'en fait, c'était une époque où dans les écoles, il n'y avait pas d'enseignement sur tout ce qui était impression textile. Bon, tout ce qui m'intéressait, c'est que il y avait la mode des shibori à l'époque, il y avait dans les années 70. Après, moi, je me suis intéressée, en fait, tout ce qui était impression, les batiks, les trucs. Et j'allais à la bibliothèque Forney pour farfouiller, trouver des trucs. On faisait aussi des, comment ça s'appelait, ce qu'on appelait la peinture sur soie, qui, à mon avis, vient d'une technique de Kyoto. Mais bon, personne ne savait plus. Et donc, à un moment donné, on m'a demandé si je pouvais donner des cours dans une maison de personnes âgées. C'était dans les premières maisons. C'était rue Mouffetard, à Paris. Et c'était la directrice de l'établissement qui était super intéressée par la peinture sur soie. Okay. Et donc, bon, je me dis, ouais, pourquoi pas. Et donc, j'avais donné des cours là à des personnes. Et c'était la première fois que j'avais affaire à des personnes âgées. Et j'étais assez émerveillée par leur habileté. Ouais, non, il y avait des choses assez merveilleuses faites par ces gens. Et du coup, là, j'avais utilisé plus ces colorants chimiques. Et là, j'avais des maux de tête. Je me suis dit, non, ça a terminé. Je ne continue pas à utiliser ces produits, quoi. Et j'étais sur le point de partir au Japon, donc j'avais tout fermé. Je me dis, bon, on verra en rentrant. Qu'est-ce que je décide? Et en arrivant à Kyoto, donc je continue. L'atelier où j'ai travaillé, c'était de la teinture chimique, mais et c'était un atelier de quoi exactement? De peinture de kimono. Ok, c'était vraiment de la peinture de kimono. Ouais. On faisait que des kimonos. Et donc là, une amie japonaise me dit, bah tu sais, il y a une formation sur la technique phare de Kyoto, qui est le Yuzenzome. Et j'ai ah bah ouais, ça j'aimerais bien le faire, quoi. Ouais. Oui. Bon, c'est pas ce que j'aime, mais je voulais voir techniquement. Je suis assez branchée technique et je voulais voir comment ça marche. Voilà, comment ça marche. Et donc il y avait un jury. Parce qu'en fait, c'était des formations, ce qui est équivalent un peu à la formation continue ici. Comme l'Institut des textiles de Kyoto est un institut municipal, c'était de l'argent de la municipalité et ces formations étaient réservées aux gens qui travaillaient dans les ateliers textiles de Kyoto. Et donc moi je dis bah c'est bon, moi je travaille dans je peins des kimonos. Mon patron accepte de me faire un mot, super étonné que je veuille faire cette formation, parce qu'en fait, ça n'intéressait personne dans l'atelier. Et il me dit, ouais, bon, il me fait un papier. Du coup, le soir, je commence à bosser tous les mots compliqués de technique, parce que comme je devais passer devant un jury, il fallait que je sache un peu m'exprimer, quoi. Et donc, je vais au jury avec mon amie japonaise qui avait vécu à Paris et qui avait fait tous les cours de la ville de Paris. En dessin, c'était aussi une artiste. Et donc là, je vois que des hommes en costume. Je me dis, bon. Et il commence à dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fout là, cette étrangère? Et donc, mon ami commence à dire, bah oui, en fait, elle voudrait faire le stage et tout. Il dit, non, mais il y a d'autres endroits en ville et tout. Et je dis, non, mais c'est ici, moi. Je peux faire ici, moi. Est-ce que vous me
Et et en fait, Kyoto est jumelé avec Paris. Ah ouais? Bah oui. Je savais pas. Ah bah ouais. Je savais pas. Et C'est incroyable. Et donc si tu Encore veux- maintenant? Bah évidemment, en 2018, j'ai fait une exposition pour le 60e anniversaire du jumelage de Paris et Kyoto. Et donc là, mon amie japonaise dit oui, vous vous rendez compte, moi à Paris, j'ai eu le droit de faire tous les cours de la ville de Paris. Alors là, on sentait qu'il y avait un petit couac. un petit couac dans l'assemblée. Il commence à se regarder et il me dit mais il y a ça. Je dis mais non, ça c'est payé en plus et non, c'est pas ça. Et donc il y en a un finalement qui me dit bon écoutez, ici il y a une personne qui parle le français, donc si elle accepte de vous prendre, c'est ok. Il me dit vous me rappelez, on va voir avec cette personne ce qu'il est d'accord ou pas de faire. Et j'ai dit bon ok merci. Et je repars. Compliqué pour faire une formation. Ah ouais. Et donc je reviens le lendemain matin et je tombe sur ce monsieur que je savais pas qui c'était. Moi je savais pas les noms des gens et c'était quand même un établissement assez important. Mm-hmm. Et là il me dit mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis mais je m'excuse mais je peux pas téléphoner parce qu'en fait je suis incapable de demander au téléphone. La personne, ouais. Voilà. Il dit bon. Il me dit bon, vous restez là, vous bougez pas. J'ai dit ok. Et il y a un monsieur qui descend et qui vient me dire bonjour. Franchement, bien. Il me dit ben c'est ok. Il me dit mais alors le problème, il me dit moi en fait c'est pas du tout le cours de Yuzenzome. En fait il est ingénieur colorant. Il me dit je peux vous donner une formation sur tous les colorants. Je dis banco, je prends. Okay. Et du coup, j'ai eu un cours particulier dans l'institut, quoi, avec lui. Et au bout de quelques jours, il y a quelqu'un qui arrive et ça discute. Et il me dit, bon, bah alors c'est lui qui donne le cours de Yuzenzome. Il est ok finalement, parce qu'en fait, ils avaient peur que je dérange toute la classe. C'est une classe de 37. Et donc, foutre le bordel. Voilà. N'importe. Alors, il me dit, il est ok. Mais ça, tu sais, ça n'a pas changé. Ah bon? Ah oui, il y a enfin, c'est moins fermé. Ah ouais. Mais quand même, il y a toujours cette image de l'étranger qui va, tu vois, il va perturber. Pas savoir se comporter, perturber. Bon, et avec les touristes qu'il y a à Kyoto actuellement, je pense que ça nous aide pas, mais. D'accord. Et donc du coup, là, il me dit, bon, mais c'est ok, mais vous viendrez l'après-midi et les autres étaient en cours le soir. Donc je dis, bon. Okay. Toute seule? Ouais. Toute seule, c'est j'avais génial. Une immense salle. D'un côté, tant mieux pour toi, mais c'est n'importe quoi. Ouais. C'était une grande salle avec, je sais pas si t'as eu ça dans les lycées, les paillasses, dans les, en France, tu veux dire? Oui. Ouais. Tu vois, dans les salles de laboratoire, t'as des paillasses blanches en céramique, quoi. J'ai jamais eu ça, moi. T'as jamais eu ça? Bon, mais il y a des endroits où c'était comme ça. Et donc, il y avait ces 37 paillasses avec les morceaux de tissu posés dessus. Et moi, j'étais toute seule dans mon coin. Et donc, il me donnait les instructions pour faire ce que j'avais à faire, quoi. En français, et il partait. Non, en japonais. En japonais. Non, là, c'était en japonais. Et ça va? Tu comprenais ce qu'il disait? Ouais. Non, ça allait. Et donc, il partait. Et moi, je me levais pour aller regarder ce qu'avait fait tout le monde. Parce qu'en fait, je me dis, parce que j'avais l'impression qu'il me prenait pour une imbécile et que tu vois, j'étais pas capable d'être au niveau des Japonais, quoi. Donc, en fait, il te faisait genre comme si t'étais à un niveau, c'est-à-dire qu'il pensait, ouais. Alors, du coup, j'allais regarder ce qu'avaient fait les autres. Je me disais, et les autres, qu'est-ce qu'ils font, eux? Alors, en fait, je me suis dit, je suis aussi bonne qu'eux. Je me dis, bon, c'est quoi cette histoire? Et à la fin, il me donne les couleurs. C'était des pivoines. C'était un motif de pivoine qui est un motif traditionnel. Et les couleurs, mais moche. Et je dis, ah non. Alors, j'ai rien dit, quoi. Parce qu'en fait, comme il laissait toute seule avec les couleurs et tout, et je me suis dit, ah non, ça, c'est pas possible. Je peux pas recopier quelque chose que tu vois, que je trouve moche en tant qu'artiste. Je ne peux pas recopier, quoi. Et donc, je décide de faire à mon goût, mais en respectant le goût japonais. Donc, pour moi, j'ai fait quelque chose qui était très japonisant au niveau des teintes. Et lui, il arrive, je vois, avec des yeux sa tronche écarquillés. Il me dit, c'est quoi? C'est les couleurs françaises.
Oh, je dis, oh, peut-être. Et bon, et on s'est quittés comme ça. Mais bon. Et par contre, à l'atelier, tout le monde était curieux de savoir ce que j'avais fait, parce que ça intéressait pas. Et donc j'amène mon travail. Je dis, waouh, ça fait vraiment japonais. Bon, je me suis dit, Écoute. bon, ouais, c'était comme ça. C'est particulier, hein. Ah oui, oui, non, c'était assez particulier. Donc là, si tu veux, dans cet institut des textiles, là, j'ai commencé à voir que je pouvais utiliser des colorants naturels. Là, c'était naturel, du coup. Non, là, c'était Là, c'était chimique. encore Mais chimique. lui, l'ingénieur, on a vu tous les colorants chimiques, plus les naturels, Ok. plus l'indigo, où là, il m'a dit, non, mais là, c'est spécial. Moi, je peux pas, je suis ingénieur, tout ça. Mais l'indigo, c'est vraiment très spécial. On va le faire, mais pas comme il faut. Parce Pas qu'en comme fait, il faut. non, mais bon, tu vois, parce qu'en fait, il y a énormément de manières de travailler l'indigo. Et lui, il le travaillait comme ingénieur avec donc des produits chimiques. Ok. Donc, c'était pas ça que Que tu voulais recherchais, faire. quoi. Ok. Il m'a dit, mais il y a un artiste à Kyoto qui fait effectivement dans la tradition. Et c'est lui, il faudrait que vous le rencontriez, quoi. Et donc, du coup, je commence à me renseigner à Kyoto, quoi. Et en fait, je m'aperçois qu'il y avait énormément de choses qui étaient toujours faites en teinture végétale, même en prêt-à-porter, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, ben oui, c'est bon, quoi. C'est là que tu veux aller. Ouais, parce que en fait, en France, la teinture végétale à cette époque-là, c'était la teinture du fil, de laine ou de soie, parce qu'en fait, la tradition européenne, c'est ça, quoi. En fait, toute la tradition de l'impression des tissus, c'est venu d'Asie. Globalement, à partir du 17-18e siècle, il n'y avait rien en Europe, quoi. En Europe, on tissait et la soie et la laine, et en fait, c'était les fils qu'on teignait, quoi. Mais on n'a jamais imprimé sur le tissu. Et en fait, on a ramené les techniques d'Inde à partir du XVIIe siècle. C'est ce qu'on a appelé les indiennes. Et ce qui est marrant, c'est que aussi c'est arrivé au Japon. En même temps. Ouais, avec un autre nom. Mais ouais. Et donc, il n'y a pas de tradition de teinte du tissu, quoi, en teinture végétale, quoi. Donc là, je me suis dit, bah si, finalement, c'est possible. Et donc, j'ai décidé que bon, je m'y mettais. Et donc, dans les 2 ans et demi où tu es resté, à quel moment tu as commencé à... Eh ben, directement quand je travaillais comme... Au kimono? Ouais, au kimono, parce que au début, il m'avait dit, OK, vous pouvez faire ce que vous voulez le soir, après le boulot. Ok. Ce qui était cool. Et donc là, je faisais que des trucs en teinture végétale. Mais au bout d'un moment, il a dit stop. Soi-disant, je faisais n'importe quoi. Et donc, il a voulu me contrôler. Bon, ce qui n'était pas une mauvaise idée en soi. Et donc, il m'a obligée à faire des exercices de traits qui m'ont quand même servi après, quoi. Mais tu vois, j'avais 13 mètres de tissu sur lequel il fallait que je dessine des petits bâtons avec de la cire donc chaude, donc là, ça soit régulier. C'était un exercice fastidieux, mais qui m'a apporté, je pense. Qui t'a servi. Sur le moment, j'étais pas contente du tout. T'étais punie. Mais au final... Bon, et après, si tu veux, mais ça, je pouvais pas lui dire, c'est que je travaillais, en fait, dans un autre atelier. C'était secret? Les jours où t'étais soi-disant en vacances? Ouais. Enfin, en vacances. Ouais, où j'étais, en fait, chez une personne qui faisait du katazome, donc la technique qui m'intéressait, avec des colorants naturels. Ok. C'était une artiste. Donc, elle avait que des apprentis, on va dire, à l'ancienne, et qui n'étaient pas payés, quoi. Ok, donc toi, tu y allais aussi comme ça? Ah bah oui, parce que bon, il n'y avait pas de raison. Son mari était belge, et son mari était super énervé parce que je n'étais pas payée. Je lui dis, mais attends, c'est lui qui était énervé? Ouais. Et j'ai dit, bah non, mais si c'est comme ça, c'est tout le monde je pareil, m'adapte, quoi. Ouais. Bon, oui, enfin, bon, j'avais pas plus de... Bah oui. Mais bon, il y avait une ambiance un peu particulière, mais bon, j'ai appris pas mal de choses, entre autres à faire les cols pour le katazome, à découper quand même un peu. Mais à un moment, alors elle, c'était pareil, le soir, on avait le droit de faire en fait un peu ce qu'on voulait. Et en fait, elle m'empêchait de faire ce que je voulais. Et c'était assez bizarre, quoi.
À chaque fois, le soir, tu... Ben non, parce qu'en fait, je voulais travailler sur une couleur et il me dit non, ça c'est pas possible. Pourquoi? Bon. Dans les règles, cette couleur, c'était... Okay. Ouais, bon, tu vois, mais bon, je pouvais pas vraiment dire quelque chose. Ouais. Et donc après, en fait, j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une américaine une personne qui avait fait du katazome, qui était une artiste, qui avait fait les beaux-arts à Tokyo et tout, et qui faisait à l'époque, c'était la mode de ce qu'on appelle les tsujigahana en japonais, qui est une technique de peinture des kimonos avec des rajouts de dessins à l'angle de Chine et des plaqués or, enfin une très belle technique qui date du XVIe siècle et qui a été remis à l'honneur par un gars juste après la guerre qui a retrouvé ces techniques et qui a voulu les Ouais, et si tu veux, au moment où j'étais là-bas, c'était la mode, donc la speakerine de NHK avait une robe qui était ouais, et donc cette amie japonaise en fait travaillait sur les dessins à l'angle de Chine et elle m'avait dit elle avait travaillé dans un atelier de katazome, donc et elle m'avait dit bah écoute, si tu veux, tu t'installes et je te guiderai. Et donc je m'étais installée chez elle. Ouais. Et donc c'est là en fait que que t'as vraiment pu faire ce que tu voulais aussi. Ouais, parce qu'elle en plus elle me guidait et bon, j'ai avancé comme ça. Du coup j'ai fait un peu de tsujigahana aussi parce que du coup j'ai appris à dessiner à l'angle de Chine sur du tissu. T'as appris plein de techniques. Voilà, c'est ça en fait. Et voilà. Et donc je suis rentrée. Alors, j'avais visité l'atelier de Shindo, le gars chez qui, en fait, j'ai fait ma formation. Si tu veux, tu peux montrer non, si t'as des trucs. Non, Shindo, il est... non, Shindo, en fait, je trouverai après. Mais donc, lui, je l'ai rencontré avec l'ingénieur. Ça a été très compliqué pour qu'ils acceptent. J'étais obligée sans arrêt de redemander. Voilà, parce il avait quitté Kyoto. Parce qu'il semblerait qu'à cette époque-là, c'était déjà mal vu d'avoir des trucs qui sentaient un peu mauvais parce que c'est de la fermentation. Donc, il avait quitté la ville pour aller à Miyamacho, qui est un petit village au-dessus, qui est devenu Bunkamura, c'est-à-dire un village culturel pour ses maisons qui ont été sauvegardées grâce à Shindo, je pense. Et donc là, lui, il était installé dans une maison, tu vois, une maison avec le toit de chaume. Et là, il rentrait. Enfin, il avait commencé une carrière plutôt aux États-Unis, plutôt qu'au Japon. Bah, c'est-à-dire qu'il avait fait des choses aux États-Unis et à Kyoto, il a fait les beaux-arts de Kyoto, quand même. D'accord. Et donc, bon, il était il commençait à être connu parce qu'en fait, il a fait les beaux-arts dans les années 60. Donc, tu vois, en 80, il commençait à être reconnu. Et donc, bon, j'avais regardé, on avait un peu parlé. Mais c'est pas celui que tu avais vu en expo à Kyoto, au Grand Palais. Non, parce qu'en fait, au Grand Palais, lui, il faisait de la teinture chimique. Hein. Ok. Non, ça, donc après, t'as laissé tomber l'idée de le rencontrer, lui, ou tu l'as rencontré? Ah si, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, justement, c'était au moment où, quand Mitterrand est passé, si tu veux, au Japon. Ça a été le grand bas de combat à Tokyo. Au mois de mai, il y a eu des conférences à l'Institut franco-japonais sur les relations. Les relations diplomatiques et les relations économiques entre. Et donc j'étais montée à Tokyo, j'étais curieuse de voir ce qui se passait. Et donc là, j'avais envoyé une lettre à Shirazawa Keisuke en disant j'ai vu votre exposition à Paris. Oui, c'est ça que tu m'avais dit, c'est la lettre, la fameuse. Et du coup et du coup, c'était au moment où je faisais mon stage à l'Institut des textiles et le gars il me dit je lui dis j'ai fait une lettre à Shirazawa. Il me regarde, il me dit vous voulez que je vous fasse une lettre? Je dis non, je l'ai faite. La gamine. T'avais quel âge d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. T'avais quel âge? J'avais 30 ans, mais personne ne savait quel âge j'avais. Ils savaient pas à l'époque? Ah non, personne ne savait quel âge j'avais. Et du coup, j'arrive à Tokyo, et puis je téléphone. Allez. Et je tombe sur quelqu'un. Alors, il me dit, mais vous venez d'où? Alors, je dis, je viens de Paris. Et et alors, finalement, je dis, je reste pas longtemps. Et du coup, il me dit, venez, quoi. Et en fait,
adorable. Il avait déjà près de 90 ans. Ah ouais. Ouais. Un petit monsieur qui bossait encore. Il était en train de découper des pochoirs, personnages du bouddhisme, donc je sais pas trop. Et un endroit assez hors du temps, quoi. Parce qu'en fait, c'était dans Tokyo, mais il avait reconstruit une maison du nord du Japon dans une espèce de immense hangar. C'est Avec génial. devant chez lui, il y avait des jarres en céramique qui venaient d'Afrique. Un mec incroyable et super gentil en fait. Parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu... Et en fait, j'étais la deuxième Française qui voyait par rapport à cette expo qui avait eu lieu quand même longtemps avant, quoi. Et si tu veux, la première, c'est pas une Française, c'est une Suissesse, c'est Lydie Nanki, qui était une personne qui avait écrit un ouvrage sur les teintures végétales, et elle lui avait fait la remarque que c'était pas en teinture végétale, parce que je trouvais ça assez débile de se permettre De dire un truc comme ça. oui, parce que moi c'était magnifique ce qu'il avait fait. Après il le fait comme il sent. Il est japonais, moi je suis là pour juste admirer son travail, quoi, et ses compétences. Et du coup, j'ai passé la journée chez eux. Et parce qu'en fait, il y avait plus de 10 personnes qui travaillaient là. Moi, je m'étais pas rendu compte de la taille Du truc. Ouais, du truc, parce qu'en fait, ça s'était pratiquement industrialisé. Il a fait des séries. C'était le début des séries qu'on faisait après les expos, quoi. Avec des pièces qui sont des copies imprimées de manière industrielle, quoi. Et donc j'ai déjeuné. Il a dit vous déjeuner avec elle. Et incroyable. Et il est décédé l'année d'après, quoi. T'as eu de la chance. Ah oui. Super. Ouais, parce qu'après j'ai rencontré des gens. Ils me disent quoi? Des Japonais? Je dis quoi? T'as rencontré? Je dis bah ouais. Le kilo, ça paye. Non, c'était plutôt l'inconscience, quoi, parce que si j'avais le kilo et l'inconscience. C'est un mélange des deux, quand même. Ouais. C'est génial. Ouais. Mais du coup, je t'ai interrompu, pardon. T'as rencontré après ton maître. Ouais, mais je suis retournée plusieurs fois au Japon pour finir par qu'il accepte de me prendre comme élève. Oui, comme élève, parce que c'était très compliqué à l'époque. J'ai visité énormément d'ateliers au Japon, d'indigo, avec une amie japonaise, quoi, pour me rendre compte de ce que faisait en fait ce Shindo, Shiroki, de son prénom. Et c'était ça que je voulais faire. Parce qu'en fait... qu'est-ce qui le caractérise, en fait? C'est quoi qui t'a attiré? C'est que c'était vraiment des techniques traditionnelles complètement naturelles. Il utilise des composts. Et c'est ce que je voulais utiliser. Parce qu'ici, en fait, en France aussi, en Europe, on a utilisé des composts. Mais c'est complètement oublié. Et donc, c'était ça aussi qui me liait à cette histoire. Et lui, il l'utilisait de manière correcte, sans produits chimiques. Parce qu'en fait, c'est assez complexe comme technique, puisqu'en fait, c'est des fermentations bactériennes et il faut savoir la gérer. Et ça, en fait, ça peut prendre 1 semaine, 15 jours, suivant de tellement de facteurs que c'est assez complexe, quoi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent un produit pour accélérer les réactions. Ça s'appelle de l'hydrosulfite, qui a été mis au point dans les années 1890, donc c'est pas d'hier, et qui permettent de réaliser des cuves très rapidement. D'accord. Par rapport... Mais toi, tu voulais vraiment que ce soit... je voulais que ça soit clean, et pour moi, et pour les gens, et pour l'environnement. Et lui, c'était quand même aussi son éthique. Pour ça qu'il était retourné à la campagne aussi, quoi. Parce qu'en fait, tout ce qu'il utilisait pouvait retourner à la terre sans polluer en fait la terre, quoi. Donc il avait cette démarche là qui me touchait et qui me convenait surtout parce qu'en fait j'étais un peu dans cette même démarche. Ouais, c'est ce que tu voulais apprendre. Ouais. Et donc t'as dû y aller plusieurs fois pour le convaincre. Voilà. Et puis finalement, il a accepté en me disant, mais de toute façon, on pourrait jamais le faire ça à Paris, parce qu'en fait, vous n'avez pas d'argent. Chiche. Hein? Chiche, ouais, ça. Mais j'ai chiche. Et du coup, comment t'as fait à Paris? En fait, en 92, j'ai rencontré dans la première réunion internationale sur l'indigo en Allemagne, et
un producteur de shikoku, un des grands producteurs de compost. Hein. C'est pas le pigment, parce qu'en fait, il y a différentes manières de travailler avec l'indigo. Et moi, je travaille pas avec le pigment, mais je travaille avec le compost, c'est-à-dire la feuille qui a été transformée en compost dans des conditions très particulières. C'est pas un compost qu'on laisse dans la rue et qu'on laisse traîner. Il faut le travailler, quoi. D'accord. Donc, au Japon, il y a 5 personnes qui ont été, qui ont eu une qualification au niveau, je ne sais plus si c'est régional ou national, pour la préservation de ces techniques ancestrales, et donc dont la personne que j'ai rencontrée en Allemagne, qui s'appelle Nii-san. Et il y avait toute une bande de Japonais dans ce premier congrès. Et j'étais la seule européenne à parler le japonais, parce que c'était en 92, j'étais rentrée, moi et tout. Et du coup, je me suis retrouvée dans le groupe des Japonais, dans cette espèce de colloque. Et j'étais content. Oui, du coup, j'étais invitée au Japon, chez tous ces gens. Génial. Ouais, et donc le producteur me dit, si vous revenez, je vous vendrai le compost, parce que c'était impossible à acheter, à part en toute petite quantité dans un magasin à Kyoto, quoi. Mais moi, il m'en fallait plus de grosses quantités. Voilà. Et donc, je dis, super. Et donc, l'année d'après, je vais à Shikoku, du coup? Oui, je vais au Japon et je vais à Shikoku. Mon fils avait 2 ans et demi. Et donc, t'es partie avec lui? Ouais. Ah oui? Ouais. Et donc, je l'emmène et tout le monde regardait. Parce que une vraie poupée pour eux. Et du coup, j'étais super bien accueillie partout. Et j'ai eu en fait en cadeau ma première commande de compost. Ouais. Donc, je suis repartie avec mes valises pleines. Et je suis devenue cliente, en fait, chez ce Nii-san, qui existe toujours. Et il m'envoyait, et mon prof m'a dit, Betty, je te préviens, si tu commences avec un des producteurs, t'es obligée de commander tous les ans. C'est un peu comme du bon vin, quoi, tu vois. Bon. Et je lui ai dit, pas de souci, je respecte. Et donc, je l'appelais tous les ans au mois de janvier pour qu'il m'envoie, en fait, ce qu'il fallait, quoi. Et il y a une dizaine d'années, en fait, les lois européennes ont changé. Et l'introduction de végétaux qui viennent hors d'Europe ont été de plus en plus contrôlés, quoi. Oui. Donc, mon paquet est resté bloqué à Osaka, en me disant, aux douanes d'Osaka, ils n'avaient plus le droit d'envoyer en Europe, quoi, sans les certificats phytosanitaires. Mince. Donc là, j'ai commencé à chercher au Japon qui pourrait faire le certificat. J'ai fini par trouver. Et il m'a dit non, mais bon, c'est bon, quoi. Moi, je peux pas. Enfin, le producteur, lui, il est débordé par autre chose. Il a autre chose à faire que de s'occuper des certificats pour exporter. Voilà. Et donc, il m'a dit bon, je vous offre les semences et on n'en parle plus, quoi. J'ai dit ok. Et donc moi, de toute façon, j'y allais. J'ai dit écoutez, de toute façon, je viens à l'automne. Et voilà. Et donc, j'y suis allée. Là, il m'a dit je vous enverrai les semences. Et donc là, j'ai les semences qui sont en Corrèze, donc en France. D'accord. C'est là que tu les as mis. C'est pour ça la Corrèze, du coup. Oui, parce que c'est des amis de longue date qui sont agriculteurs bio et qui sont très curieux et prêts à tous les challenges et qui m'ont dit ok, on va essayer. Et moi, j'avais fait déjà ce projet au muséum à Paris, donc je savais que les plantes, on pouvait les faire pousser. Après, il y avait la transformation où c'était un autre challenge parce qu'il fallait construire un site comme il faut. Dédié. Ouais. Toujours en Corrèze. Ah oui. Ah oui. Tout est. Oui, parce qu'ici, moi, j'ai pas la place, quoi. Ouais. J'ai un petit atelier. Mais t'as quand même des cuves. Ah oui. Ah, mais la teinture, elle se fait ici, mais toute la transformation de la plante se fait là-bas, quoi. D'accord. Donc là, faut que j'y aille, quoi, pour voir ce qui se passe avec le climat qui bouge. Mais voilà, quoi. Et donc depuis 10 ans, en fait, ils me font un compost dont je suis très contente, de très bonne qualité. Et du coup, je donne des formations professionnelles là-dessus. Enfin, pas sur la fabrication du colorant, mais sur le montage de la cuve. Parce que le montage de la cuve, je le fais donc ici. Et ça, c'est 8 jours de préparation. Ok.
complet, quoi. Donc, ça fait un cours qui dure 49 heures. 49 heures. Et les gens trouvent que ça fait beaucoup, mais c'était vraiment, j'ai essayé de rassembler, enfin, j'ai fait le minimum, et c'est vraiment le minimum pour pouvoir monter une cuve, quoi. Parce qu'après, il faut savoir la gérer, parce qu'en fait, si, ça prend 8 jours, c'est sûr, mais si on est capable de la gérer correctement, parce que c'est une cuve qui est vivante, hein, c'est des bactéries, donc c'est un écosystème vivant. Et si on les entretient bien, les petites bactéries... Elles vont faire des petites merveilles. Elles font des petites merveilles, et il faut les nourrir, et les bichonner, quoi. Et donc, elles peuvent vivre 6 mois à 1 an, quoi. Mais il faut être capable de... Parce qu'en fait, le temps intervient, la température, il y a énormément de choses qui interviennent. La qualité de l'eau... C'est très délicat, il faut tout le temps être là. Voilà. Mais bon, c'est possible. Et les techniques, tu les as apprises du coup à Kyoto quand même, pour faire la teinture sur tissu, etc. Ouais. Tout ça, t'as appris... Ben oui, à Kyoto, à différents endroits, parce qu'en fait, je me suis baladée dans les ateliers, et pas dans des écoles, en fait, parce que c'était toujours, à cette époque-là, maintenant, je pense que ça a changé. Je pense qu'il doit y avoir des écoles d'artisanat, mais... Non, pas d'artisanat, c'est des écoles d'art où ils ont inclus, en fait... L'indigo dans le programme non, pas l'indigo, mais je sais que là, j'ai une amie qui a... elle a 40 ans, elle... et donc, elle a fait les Beaux-Arts de Kyoto. Et elle, en fait, son projet de fin d'école, quoi, ça a été un kimono. Donc, ils ont quand même, ils ont une vision beaucoup plus large des arts en général, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressée. Ils ont un rapport à la matière et aux arts qui est complètement différent d'ici. Et donc, il n'y a pas de découpage entre les arts majeurs, la sculpture et la peinture, et le reste, quoi, tout ce qui est artisanal. Fait partie de l'art. Oui, pour eux, ça fait partie de l'art. C'est plus enfin, je pense qu'ils ont un rapport aux matériaux qui est différent et qui m'a beaucoup touchée, quoi. Moi, ce qui me rendait curieuse aussi, c'est pourquoi tu as choisi l'indigo. Qu'est-ce qui te... Alors, en fait, à part le fait que ce soit durable et respectueux de l'environnement, qu'est-ce qui t'attirait dans cette technique Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé avec toutes les autres plantes, et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de bleu. Tu vois, et le bleu, c'était particulier, quoi. Ouais. Et je me suis dit, non, j'ai besoin du bleu, moi. Je suis artiste, il me faut toutes les couleurs. Et là, je me suis dit, mais c'est carrément autre chose. Ouais. C'est pas du tout les mêmes techniques. Et pour là, le bleu spécifiquement. Ah ben oui. Ah, ça n'a rien à voir. Et traditionnellement, parce que du coup, j'ai fait des recherches historiques ici et là-bas. Et en fait, historiquement, ici aussi, il y avait ce qu'on appelait les guédrons, et c'était en fait des teinturiers à l'indigo. Et ils faisaient que ça aussi. Et parce ça s'est perdu ici. Complètement. Et donc... donc c'est là que j'ai compris que ça avait rien à voir, parce qu'en fait les techniques de teinture végétale, c'est plus des décoctions, on va dire. On extrait les parties colorantes, et là en fait c'est en chimie, c'est ce qu'on appelle des oxydoréductions, c'est-à-dire que il y a une modification des molécules, quoi. En fait, l'indigo n'existe pas dans la nature. En fait, il y a des plantes qui pourraient donner de l'indigo. Il y en a énormément, il semblerait, mais elles ont une molécule. Principalement une molécule s'appelle l'indiquant qui est précurseur de la couleur. Mais elle est transparente. Toutes les plantes qui donnent de l'indigo, c'est des feuilles vertes. Et donc, elle est précurseur dans la feuille. Et en fait, c'est dès qu'on la froisse, donc on l'écrase, l'oxydation de l'air fait bleuir la feuille, si c'est le bon moment pour la récolte, quoi. Et donc... étrangement, ces feuilles deviennent pas brunes comme une feuille oxydée, quoi. Elles deviennent plutôt bleues, quoi. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont découvert, il y a plus de 6000 ans, on va dire même plus, parce qu'en fait, maintenant, les plus vieux tissus qu'on connaît, qui ont été teints à l'indigo, ils ont été retrouvés en 2016, donc il y a pas longtemps. Oui, c'est clair. Au nord du Pérou. Voilà. Et c'était pas les plantes que moi j'utilise, c'est des plantes plutôt locales.
Il y a 6000 ans. Et donc déjà, il y a 6000 ans, ils étaient capables. Ils étaient capables d'en faire. Ouais. Et c'est assez... Moi, ça m'a complètement soufflé, quoi. Que même à cette époque-là, ils avaient compris les mécanismes d'oxydation. C'est génial. Bah, oui. Et si tu veux, quand c'est oxydé, en fait, c'est sous forme de pigment. Et donc là, en fait, en teinture, c'est pas possible parce que le pigment, c'est pour de la peinture plutôt, et c'est pas soluble dans l'eau. Et donc pour que ça soit soluble dans l'eau, il faut qu'on enlève en fait l'ion oxygène de la matière. Et c'est ce qu'on appelle la réduction, quoi. Donc l'ion oxygène, pour le retirer, il y a la fermentation bactérienne. C'est les bactéries qui consomment, qui consomment tu vois. Et moi, je trouve ça assez magnifique. C'est magique. Oui, la nature fait bien les choses. Oui, c'est clair. Et voilà, quoi. Et donc, respect à la nature. C'est une bonne conclusion, mais on n'a pas fini encore. Ouais. Respect. Tu peux nous montrer des petits trucs, là? Ça, c'est un truc qui est pas vraiment fini. Ouais. C'était en train. Il y a il y a ça. Il y a ça. Filmerai, je mettrai dessus. Ouais. Bon, ça, c'est une grande pièce, en fait. Vas-y, tu peux t'étaler sur moi. Il y en a 4 mètres. 4 mètres. Ouais. C'est une pièce, que je voulais vendre au mètre, carrément. Tu vois? Parce que je peux faire des choses, je travaille sur différentes choses, mais là, les dernières choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'était des costumes pour un concert. Qui a eu lieu au mois de juillet. Et donc, moi, j'ai travaillé sur les couleurs à partir de la vasque qui est là, en céramique. D'accord. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont joué avec la percussionniste. Et donc, a joué avec que des espèces céramiques, de grandes céramiques de différentes tailles, parce qu'en fait, il y avait toute la gamme des sons. Et il y avait un oud et une chanteuse, donc ils étaient 3. Et donc l'artiste qui a fait toutes ces céramiques était la directrice artistique du projet, et il m'a demandé si je pouvais faire des vêtements pour les 3 artistes en lien avec les couleurs des céramiques. Ouais, des céramiques. Donc on a travaillé là-dessus, quoi. Ça a été le dernier projet. Super. Sur lequel j'ai travaillé. Et là, c'était voilà. Et là, en fait, je relance parce que je dois faire une exposition cet automne. Cet automne, les dates sont pas encore vraiment fixées. D'accord. Mais bon, voilà. Et donc, tu sais où ou pas? Oui, c'est dans une galerie à Paris. À la porte d'Orléans à Paris. Ok. Ouais, avec qui je travaille, et qui m'a demandé si c'était possible. Je dis ouais. De faire des expos. Ouais. Donc en fait, en règle générale, comment ça se... Comment je m'organise? Qu'est-ce que tu fais? T'as beaucoup d'activités? Oui, finalement, parce qu'en fait, je fais des petites pièces pour une amie qui a une boutique en Bretagne, à Plouganou, qui a été une stagiaire là il y a au moins 20 ans ou plus, et qui est, elle, designer cuir. Et donc, elle a une boutique, mais qui est plus une boutique cadeau, et donc elle vend que des produits d'artisans d'art. Ok. Et donc, elle me dit, si tu veux, tu me laisses des trucs. Donc, je lui dis, donc, tu lui envoies des petites pièces. Des petites pièces. Ok, bon. Et sinon, je vends directement ici. Il y a des gens qui viennent ici et qui commandent des pièces spécifiques. Soit qui me commandent, soit qui m'achètent quelque chose. Ouais. Ok. Ça arrive. J'ai un site qui ne marche pas trop mal, malgré qu'il soit pas à jour. Et puis je suis sur les réseaux aussi, quoi. Et après, je donne des cours quand même. Et régulièrement? Presque régulièrement. Pour voir si ça intéresse. C'est-à-dire, je passais sur une plateforme qui s'appelle Weekendoo. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ça me dit rien, mais... C'est une grande plateforme qui, en fait, met en valeur les artisans. D'accord. Et c'est une amie beaucoup plus jeune que moi qui m'a dit, mais si, Betty, fais-le. Mets-toi dessus. Et parce que d'autres disent, mais non, c'est nul, ce truc et tout. Donc, je dis, bon, allez, on va essayer. Moi, je suis assez curieuse de nature. Et en fait, non, ça m'amuse beaucoup. Ça a bien marché, ouais. Et c'est quoi le principe, du coup? Alors, le principe, c'est que c'est 3 heures et les gens repartent avec un objet. Ah, génial. Donc, tu fais vraiment des petits ateliers. Ouais. Ils viennent ici? Ouais. Et voilà, je prends ils font 4 des petits personnes. Objets. Ouais.
4 personnes maxi. Donc, bon, c'est soit un tenuji, Ok. soit, je sais plus ce que c'était l'autre, soit un furoshiki. Parce qu'en fait, c'est moi qui donne les tissus, et voilà. Et donc, c'est un des deux, au choix. Je prends pas plus de 4-5 personnes à la fois, quoi. Oui, c'est mieux. Parce Voilà. que... Bah oui, c'est petit, si. Et je fais un autre qui est plus long, qui dure une journée, quoi. C'est 6 heures, sur teinture végétale, parce que là, c'est beaucoup plus il y a plus de boulot. Et là, on fait une écharpe en soie. D'accord. Voilà. Et puis après, je donne des cours. Là, je revenais, en fait, d'un stage que j'ai donné en Haute-Savoie. J'étais invitée par une amie qui est céramiste, qui a un lieu merveilleux. Et quand elle m'a dit il y a un an, parce en fait, elle a dormi ici une fois parce qu'elle exposait à Paris avec quelqu'un d'autre. Et là, elle me dit, bah, Betty, elle était enchantée par l'endroit. Bon, je dis c'est le bordel, hein. Ici c'est comme ça parce qu'en fait c'est là qu'on dort. Ouais. Voilà. Il est confortable, mais c'est tout. Oui, c'est confortable. Ouais. En plus, j'adore la pièce derrière, elle est magnifique. Et donc elle me dit, Betty, tu viens quand tu veux. Et donc j'ai fini par y aller parce que quand on me dit ça, j'y vais. Et c'est en Haute-Savoie, dans la forêt. Elle a des chalets. Et, génial. Ah ouais. Et là, elle me dit, bah, écoute, si tu veux organiser un stage ici, c'est ok. Alors j'ai, ah bon? Ah, j'ai ok. Ça marche. Ouais, et donc, on l'a fait cet été, là, en juillet. Combien de temps? Là, c'était une semaine. Une semaine? Ouais. Et t'as ramené ton matos? Ouais, c'était un peu la galère. Bah oui, c'est ça le truc. Non, là, mais c'était spécial. C'était, on utilisait les plantes locales. D'accord. Voilà. Donc, on n'a pas fait l'indigo que je fais ici, parce que ça, c'est pas possible. Mais c'était sur les plantes locales, puisqu'en fait, j'avais invité un ingénieur forestier qui est botaniste pour aller ramasser des trucs dans la forêt qu'on utilisait en teinture. D'accord. Et donc, du coup, on était 10. Et une ambiance d'enfer, parce qu'on était dehors pour travailler, donc c'était génial. Tu m'étonnes. Ouais. Et en fait, on est resté en vase clos pendant 10 jours, dans cette espèce de microcosme où je faisais la cuisine le midi pour tout le monde. C'est vrai? Parce que j'adore faire de la cuisine. C'est génial. Et ouais. Et donc, et tout le monde m'a dit, tu recommences l'année prochaine. Et je dis, bon, on verra, parce que moi, je suis invitée, quoi. Ça dépend parce qu'en fait, je occupe son espace, mais... Ouais. Bon. Et c'est génial, parce que du coup, t'as des projets comme ça, par-ci, par-là, ouais. qui viennent aux opportunités. Voilà, ouais, parce qu'en Bretagne, c'est pareil. Elle me dit, Betty, quand tu veux, hein, ils sont repartants. Parce que j'ai fait aussi un stage en Bretagne où je voulais ramasser... Ah non, là, je voulais carrément baigner mes tissus dans la mer. Et je te dis pas, il y a eu une entreprise pourrie qui a déversé des saloperies juste au moment où toi, tu voulais faire ton truc. Où je suis arrivée, quoi. Donc, elle me dit, Betty, les plages sont fermées. Mince. Mais bon, on a fait autre chose et les gens m'ont dit... Elle me dit, si tu veux revenir, il n'y a pas de souci. C'est à faire encore. Ouais, mais à chaque fois, si tu veux, je dois... Enfin, tu vois, il faut que j'emmène un sacré débarras. Mais bon, pourquoi pas, quoi. Mais en fait, je peux me balader en France et organiser des trucs, parce qu'en fait, quand je vois des gens qui m'intéressent, je veux bien partager des techniques. Ouais, tu vois, parce que je trouve que... Moi, je veux que ça se développe. C'est une catastrophe écologique qui se développe. Et bon, moi, mes produits, ils sont pas toxiques. Et donc, bon, écoute, voilà, quoi. C'est l'avenir. Moi, je pense que c'est l'avenir, ouais. Et moi, dans les années 90, on m'a fait venir à des réunions d'ingénieurs textiles. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais de quoi vous parlez? Elle me dit, mais ça, c'est le Moyen-Âge. Avec quoi on va manger si vous plantez tout ça? Je me suis dit, bon, ils ont rien compris. Bon. Déjà à l'époque. Ouais. Non, mais là, ça a beaucoup bougé. Hein. Non, je reconnais que ça... Mais heureusement, parce que c'est quand même assez catastrophique. Ouais. Donc bon, voilà. Et puis donc, je fais des expos éventuellement quand on me... sollicite. Ouais. Comme maintenant, tu sais, il y en a beaucoup qui sont arrivés au Japon il y a 10, 20 ans et qui se plaignent du Japon de maintenant. Ouais. Et qui veulent pas le voir changer, tu vois. Mais ça, tu peux pas ne stopper l'évolution des mœurs et des sociétés. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu y es allé dans les années 80. Et la dernière fois que tu y es allé, c'était en 2018. Tu m'as dit avant Covid. Ouais, avant Covid, ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué des changements qu'il y a eu ou pas? Il y a des choses qui t'ont
Enfin, où tu te dis, eh ben, dis donc, ou qui, Non, mais même c'était... de la bonne manière. Est-ce qu'il Ouais. y a des choses qui ont évolué, les mentalités? Est-ce qu'il y a un truc Ils qui sont t'a- plus ouverts, je pense, quand même. Ouais. Mais en même temps, heureusement, j'avais un ami qui m'a prêté sa maison, qui était pas dans Kyoto, Ouais. plutôt un peu à l'extérieur, parce que je me suis dit, c'est dingue sur la rue commerciale. Ouais, la fameuse qui va jusqu'à... Tu vois, et, je me suis dit, mais c'est dingue, ce que c'est devenu, quoi. Oui. Et ça, je me dis, mais moi, je plains plutôt les gens de Kyoto, quoi. Oui. Oui, parce que c'est moi, la folie, là. Parce que moi, c'est pas que je m'en fous, je trouve ça insupportable, mais je me dis, c'est plutôt eux qui sont à plaindre, quoi. Ouais. Dans quel endroit ils sont obligés de vivre, quoi. C'est le bordel. Et si tu veux, et moi, je me suis dit, mais de toute façon, à Paris, ça sera pareil dans 10 ans. C'est ce que tu penses. Ouais, c'est ce que je pense. Pourquoi dans 10 ans? Ben, parce que c'est à peu près ça. On a toujours en retard de 10 ans sur ce qui se ouais passe dans le monde. Ah ouais, que ce soit aux États-Unis. Pour moi, il y a au moins 10 ans de différence. Ouais. Et on voit bien, quoi, dans Paris. Moi, je sais plus ce que je vais à Saint-Germain-des-Prés pour faire des courses, de je sais plus quoi. Tu vois, ici, c'est hyper calme. Oui. Et je sais plus, c'était début juillet, parce que c'était avant que je parte, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le bordel. Les gens avec les valoches partout dans le métro. Et je me suis dit, c'est du délire, quoi. Mais bon. Je pense, à moins qu'on stoppe les voyages, tu vois, parce qu'en fait, non, c'est la folie. Les gens voyagent pour 3 jours. Or que bon, moi, si je voyage, non, je voyage pas pour 3 jours, quoi. Tu restes... Voilà. Ouais, l'année dernière, j'étais au Mexique, je suis restée 3 mois. 3 mois au Mexique? Ouais. T'as fait des trucs d'indigo ou c'était vraiment... Non, mais je voulais voir comment ils faisaient leur indigo, la fabrication du pigment. D'accord. Et après, si tu veux, j'étais chez des amis qui étaient aussi artistes et qui font ce qu'on appelle de l'éco-print. D'accord. Et donc, elles voulaient qu'on fasse des choses ensemble, éventuellement. Et donc, elles m'ont demandé si je pouvais faire un petit stage pour les... Là-bas, tant qu'à faire. Ouais, donc, j'ai fait un petit stage, c'était sympa comme tout. Ouais. Dans une petite ville non touristique pour le moment. Pour le moment. Ouais. Parce que dans les villes touristiques, je pense que c'est partout pareil dans le monde, quoi. Kyoto, là, c'est la folie douce. Ah mais ouais. c'est depuis... c'était déjà un Parce que toi, tu vas depuis quand? Moi, ça fait 15 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Et après le Covid, c'est vrai que... Bon, avant le Covid, Kyoto, c'était déjà la folie. Mais bon... Là, après le Covid, c'est vraiment plus possible. C'est vraiment très, très compliqué. Mais tu sais quel est le problème, en fait? C'est pas que qu'il y a trop de touristes. Le problème, c'est qu'ils vont tous aux mêmes endroits. Ah oui, aussi. Bon, tu vois? Parce que je veux dire, Kyoto, c'est grand. C'est toute une préfecture. Tu peux... Oui. Tu peux vachement te bouger. Ouais. Et tu peux trouver des endroits super. Moi, par exemple, je me suis baladée. J'ai la chance d'avoir mon mari qui est de là-bas. Il est de Kyoto? Pratiquement. Enfin, il est entre Kyoto et Osaka. D'accord. Ouais. Mais il a fait le lycée à Kyoto. Il y a les copains à Kyoto. Du coup, on y allait, par exemple, là, cette fois en mai. Ouais. On est parti, on a pris des vélos. Ouais. On s'est baladé à vélo et tout de suite, dès que tu sors un petit peu de Sanjo, de tout ça. Ouais, Sanjo. Tu vois? Nijo, Sanjo et tout. Dès que tu sors de là, en fait, la foule, elle reste concentrée là. C'est ça qui est dommage. Enfin, c'est dommage. En même temps, je me dis, ouf, vaut mieux qu'elle reste concentrée. Ouais, mais bon, tu vois, ça gâche des quartiers comme Gion. C'est plus possible. Ah bah non. Je sais pas si t'avais vu avec les touristes là qui courent après les geckos pour. Non. Mais on a eu ça à Paris aussi. Hein. Je sais pas si t'as lu les articles de la. Enfin, moi, je suis abonnée à la newsletter de la ville de Paris, quoi. Il y a une rue dans le 12e dont je me souviens même pas le nom. Oui. Si, je vois très bien. C'est à côté de la gare de Lyon. Je sais plus le nom, mais en fait, toutes les petites maisons sont colorées. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait... Ils ont carrément... Ils ont fermé la rue maintenant. Bah oui, carrément, quoi. Tu te dis, non, mais c'est du délire, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu te dis, mais c'est dans le monde entier, quoi. Oui. C'est aussi les réseaux. Hein. Maintenant, tu vis que à travers la photo que tu prends, l'endroit où tu... Et du coup, moi, j'hésite à mettre des photos, quoi, des fois. Parce que je me dis, il y a des moments, stop, quoi. Ici, moi, je veux rester au calme, quoi. Tu vois? Je comprends. Parce que, je me dis, vers quoi on va, quoi. Mais je pense qu'à un moment donné,
Parce que là, tu vois, je voulais repartir, en fait, il y a eu le Covid, mais je devais repartir en train. En train encore? Ben oui, j'adore le train, moi. Mais on m'a dit, bon, alors là, j'ai une amie, moi, qui... Au Mexique, tu es allée comment? Non, j'ai pris l'avion. Mais je prends une fois par an l'avion, je me dis, ça va, je suis pas dans... Ouais, voilà. Tu fais attention. Et je reste 3 mois, quoi. Je rentabilise. T'as raison. Vol direct. Et là, si tu veux, je devais partir avec une amie qui est russophile, qui était guide-interprète en russe. Et moi, je suis jamais allée à Saint-Pétersbourg, et c'est une ville où j'aimerais bien aller quand même une fois. Donc, elle a des copines, des copains là-bas, quoi. On devait pas... Et elle a jamais été au Japon. Donc, on devait faire un grand voyage. Ouais, la Russie. Moi, j'aimerais bien m'arrêter en Sibérie quand même, parce que j'adore la musique. Tu sais, cette musique ventrale, là, comment ça s'appelle? Je vois pas du tout comment ça s'appelle, mais... Tu sais, c'est des musiques que j'adore. Et tu voulais un petit peu... Ouais. Surtout qu'elle s'est occupée d'un groupe de musiciens. Ouais. Et qui avaient fait qui ont fait des concerts à une époque ici. Tu sais, c'est une musique de voyage pour moi. C'est très apaisant, j'adore. Et donc continuer, je voulais aller jusqu'à Vladivostok et de là reprendre un bateau pour aller à Hokkaido, que je connais pas beaucoup. Enfin non, je connais pas du tout parce qu'en fait j'ai juste été à Sapporo, mais style 3 heures. Ah oui. Ouais. T'as fait une escale. C'est-à-dire que c'était l'époque où on achetait des billets, tu sais, les billets pour les étrangers. 8 jours, tu sais, de train. Ah oui. Je crois qu'il y a encore des trucs comme ça. Hein. Ouais, mais je pense que ça a largement augmenté. C'est plus. C'est plus le même. Enfin, j'avais un 8 jours sur tous les. J'ai passé 8 jours dans le train. Et du coup, t'as fait genre 3 heures à Sapporo. Ouais, parce que je voulais aller jusqu'à Sapporo. Et alors, bon, mais j'ai vu que c'était moche comme tout. Ah ouais, t'as pas aimé? Ah bah non, c'est une ville américaine, quoi. Tu sais, ça a été construit. Oui. Là, enfin, ce que j'ai vu, parce que c'était le centre-ville, donc c'était que des tours. Oh, je me suis dit, bah non, ça vaut pas le coup. Du coup, Tokyo, t'aimes pas trop, toi? Tokyo, j'étais assez étonnée quand je suis retournée, parce que ça faisait très très longtemps que j'étais pas retournée. Et en 2015, je crois, j'ai atterri à Tokyo, ce que j'avais pas fait depuis très longtemps. Et j'avais demandé à des stagiaires japonaises de Tokyo de m'envoyer la liste des magasins qui étaient spécialisés en indigo à Tokyo, tu vois. Et du coup, tu t'es baladée. J'ai passé juste 2 jours, quoi. Mais et donc finalement, il y avait une autre personne. Ils m'ont invitée, en fait. J'ai dormi dans une maison où c'était super calme, dans un quartier de Tokyo incroyable, super tranquille, vachement propre et tout. Et en fait, la personne m'a emmenée en voiture dans tous les endroits où je voulais aller. Et je trouvais que ça avait changé vraiment beaucoup mieux, quoi. Ouais. Ah ouais, j'étais assez agréablement surprise. Je me suis dit, c'est incroyable, je reconnais rien, quoi. Ah ouais. D'accord. Ouais, non, donc bon. Parce que c'était comment dans les années... c'était plus très bruyant, ça me paraissait plus sale, mais bon, tu vois, c'est... et ils ont clean entre-temps. Ouais, je pense qu'il y a eu tout ça, je sais pas où j'étais, peut-être aussi dans les quartiers différents. Mais non, j'étais agréablement surprise de l'ambiance. Ça avait changé comme ça. Ouais. Mais c'est marrant que tu dises que Tokyo était sale à l'époque. Moi j'ai un souvenir comme ça, mais je suis jamais restée longtemps à Tokyo. Hein. C'était pas mon truc, Tokyo. Je suis restée très peu de temps parce que quand je suis arrivée, je suis restée 1 semaine, 2 semaines maximum. Et là j'étais en fait pas dans le centre de Tokyo, parce que je reprenais le Yamato-sen et je prenais à une gare une ligne pour aller un petit peu plus loin. Et les personnes chez qui je logeais avaient une maison avec un jardin. Ouais, donc tu vois, c'était cool, quoi. C'est pas la même, pas la même ambiance que dans le centre. Oui, non, c'est sûr que bon. Mais bon, je sais pas, ça m'a fait un bon effet, quoi. Quand je suis retournée, tu vois, je sais pas pourquoi j'avais gardé... un mauvais souvenir. Ouais, un mauvais souvenir, mais bon... Alors que Kyoto, au contraire, ça t'a... Ouais. J'avais une dernière question. Et après, je te laisse tranquille. Ouais. C'est juste que j'avais la curiosité de voir, en tant que femme, toi, au Japon... Ah oui. Est-ce que t'as ressenti des difficultés ou des choses dans la société japonaise
quand tu y étais ou des obstacles, ou est-ce que avec le fait que tu avais un fort caractère Ouais, je pense que avec ça. de l'audace, t'as jamais eu cette sensation d'être mise dans un espèce de truc ou de... Non, j'avoue que je suis Tu passée t'es quand même. jamais Ouais. sentie en difficulté? En tant que femme, non. À part, bon, il y avait des imbéciles qui me prenaient en photo, cachés dans leur voiture. Sérieux? Bon, j'avais peut-être pas la tenue La tenue de... qu'il fallait, quoi. Mais c'était gentil. Enfin, bon, ça, je m'en foutais, quoi. Je me suis fait une fois cracher à la figure, quand Tu même. t'es fait cracher à la Ah figure? ouais, ouais. Mais bon, je me dis, bon. Ouais, à Kyoto, ouais. Comme ça, sans raison? Ouais, j'étais en vélo. Ouais. Et bon, mais là, je pense pas que c'était en tant que femme. Je pense que c'était en tant qu'étrangère. Étrangère. Je pense. Ouais. J'ai jamais compris, mais bon. Ah, juste comme ça, t'étais à vélo et bam, il t'a craché dessus et puis ciao. Ouais. Incroyable. Ah ouais. Et des gamins, si tu vas à l'époque, tu sais, il y avait tous les collèges de province qui faisaient la visite de Kyoto à un moment dans l'année. C'est octobre, je crois. Parce que je crois qu'il y a encore ça. Oui, c'était ça, quoi. Et ils me demandaient s'ils pouvaient prendre une photo avec moi. Toi, à l'époque, c'était mignon, quoi. Mais bon, c'était gentil, à part ça, quoi. Non. Dans tout ce que t'as entrepris, t'as jamais senti qu'il y avait des barrières. T'as réussi à... Mais c'est plus le caractère qui a fait ça. Je pense, oui. Oui, parce que si tu veux, moi, surtout au début, si tu veux, moi, je suis plutôt entière. Je suis pas, tu vois. Et donc, si je veux quelque chose, je fonce. Tu fonces. Oui, j'étais venue de Paris, bon. J'étais pas pour rien. C'est ça. Merde, j'ai pris le train. Quand même. Et bon, et c'est vrai que je suis rentrée un peu partout. Je travaillais pour une galerie à Akita. Mm-hmm. Et en fait, c'était mon prof qui m'avait envoyé, Shindo. Il me dit, oh toi, tu parles japonais. Comme j'avais ce billet de train, je voulais monter jusqu'à là-haut. Il me dit, tu vas de ma part, quoi. Et sans me faire de lettre d'introduction ni rien, quoi. J'ai dit, bon, d'accord. J'y vais, quoi. Et donc, on discute, je lui explique qu'en fait, j'avais été... et ils étaient très potes, en fait. Et là, il y avait, au moment où je suis passée, il y avait une espèce de foire régionale sur les textiles, où lui, il allait pour sa galerie, quoi. Ah ouais. Et donc, il me dit, vous voulez y aller? Ah, je dis, ouais, avec plaisir. Et donc, on y va, on regarde. Bon, il y avait des trucs qui me plaisaient pas, puis des trucs qui me plaisaient, quoi. Puis lui, il achète des trucs. Il me dit, ça vous plaît? Et je lui dis non. J'ai dit non, pas du tout. Alors, il me dit, ah bon? Il me dit, et c'est quoi qui vous plaît? Et donc, je lui montre ce qui me plaît, quoi. Et il repose tout ce qu'il avait choisi. Et il a acheté des trucs que toi, t'aimais bien. Ouais. Alors là, j'étais un peu gênée. Et bon, je repars. Et en fait, c'est l'année d'après, 2 ans après, j'ai accouché, si tu veux. Et donc, j'ai envoyé un petit mot, comme on fait ici. J'avais fait un petit pochoir et tout. Et il me dit, mais il m'envoie un petit kimono pour mon fils, avec des petites voitures super. Trop mignon. Ah ouais, trop mignon. Et il me dit, écoutez, quand vous voulez, vous faites une exposition chez nous. Ce que vous avez choisi, tout a été vendu. Ouais. Tout de suite. Tout de suite, il me dit, vous avez un goût sûr, venez. Génial. Et ils sont venus, en fait, à Paris, ils voulaient voir mon atelier. Et il m'a dit, oh non, alors les tissus d'ici, c'est trop moche. Hein. Il me dit... Ah ouais? Ils m'ont envoyé des tissus pour que je travaille avec des tissus. Ils m'ont fait choisir, tu vois, ils m'ont envoyé une... Il me dit, bon, vous choisissez catalogue. Ouais. Génial. Ah ouais, non, des gens adorables. Vous voyez? Donc, morale de l'histoire, il faut pas se mettre des barrières tout seul, il faut foncer. Oui, non, c'est clair, quoi. Ouais, j'aime bien, en fait, comprendre comment se font les choses. Et je pense que, à ce niveau-là, je suis un peu dans l'esprit japonais. Si tu veux. Nous, on est plutôt dans le regard, lisse, et on sait pas ce qui se passe. Et moi, ça m'a toujours, si tu veux, moi, j'adore les peintures de Matisse, où il y a les blues, je sais pas si tu vois. Ouais. Ces blues romaines et tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment c'est fait, quoi. Et je pense que ça colle quelque part avec le caractère japonais. Bon, et j'aime bien y aller parce qu'il y a toujours des trucs nouveaux aussi, si tu veux. En même temps, ils se renouvellent. Oui, même dans l'artisanat, ils se renouvellent maintenant. Ouais. Donc bon, je me dis, bon, c'est pas évident, je pense, de vivre au Japon. Moi, j'habiterai jamais au Japon, quoi, mais j'aime bien y aller.
Et pourquoi qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Bah, de toute façon, moi, je vivrais pas ailleurs qu'à Paris, tout simplement. T'aimes bien être à Paris, toi? Je pense que j'ai mes marques. Bon, j'adore aller en bibliothèque, j'adore voir des expos, tu vois. Et j'ai pas de voiture, j'ai rien. Mais tu vois, ici, t'as quand même une liberté que j'aurais jamais au Japon si je suis pas. En tant que femme, justement, en plus. En tant que femme, mais en tant qu'étrangère aussi. En tant qu'artiste, sans vraiment gros moyens. Oui, c'est vrai. J'ai pas de moyens. Les artistes, c'est difficile. Ouais. Bah, les artistes au Japon, c'est compliqué. Bah, mais quoi, je vais bouffer, quoi. C'est clair. Bah, c'est ça, quoi. T'as raison. Ouais, donc bon. Non, enfin, en plus, moi, j'aime bien mon atelier. Si tu veux. Il est très beau. Si elle me laisse un petit peu faire des shoots, je vous le fais. Donc, si vous avez aimé comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous et on se voit la prochaine fois. Ciao!